15 mai 2006, une silhouette solitaire est accroupie sous le sommet de l'Everest, dans la zone de la mort. Il s'appelle David Sharp et il manque d'oxygène. Le vent déchire sa combinaison, son corps s'éteint pas à pas. Ce qui aurait dû être l'ascension de sa vie est devenu une tragédie au ralenti. Tout cela parce qu'il a commis une simple erreur. D'un alpiniste expérimenté ayant enfreint sa règle à un autre tentant l'ascension sans expérience. Découvrez aujourd'hui les 7 erreurs fatales des alpinistes sur l'Everest. Bienvenue dans l'extrême. Au printemps 2006, David Sharp voulait gravir l'Everest en solo. C'était une idée à la fois courageuse et risquée, l'alpiniste britannique ayant échoué 2 fois auparavant. En 2003, il a dû rebrousser chemin à cause d'engelures. L'année suivante, il a intégré une équipe européenne et, bien qu'il soit arrivé à quelques centaines de mètres du sommet, il a encore échoué. L'échec peut avoir un effet étrange sur les gens, et David en est un bon exemple. Atteindre le sommet est devenu une obsession pour lui. C'était parfois tout ce à quoi il pouvait penser. Alors quand il est revenu pour sa 3e tentative en 2006, c'était tout ou rien. Quand les alpinistes sont obsédés par l'ascension de n'importe quelle montagne, ils négligent souvent leur sécurité. Et c'est là que surviennent les erreurs. Mais David le savait mieux que la plupart, car il n'était pas étranger à l'alpinisme extrême. Par le passé, il a escaladé des montagnes très techniques, comme le Cervin dans les Alpes suisses et le Kilimandjaro en Afrique de l'Est. Il aimait ce sport, ce qui se voyait dans son approche alpine authentique. Il préférait généralement grimper sans oxygène, comptant sur ses capacités d'acclimatation. C'était une autre manière de tester les limites de l'endurance humaine. En 2006, il releva son plus grand défi. Il prévoyait de grimper seul et d'atteindre le sommet sans oxygène supplémentaire. Il est évident que David était motivé par plus que le plaisir. Il ne s'intéressait pas simplement à cocher des montagnes sur une liste, il voulait vivre l'Everest dans sa forme la plus brute. C'était de la passion. En mai, David a commencé à monter vers les camps d'altitude pour s'acclimater, préparant une tentative de sommet à la mi-mai. Bien qu'il visait le sommet de l'Everest sans oxygène, il avait 2 petites bouteilles pour les urgences. Tout peut vite mal tourner quand on escalade la plus haute montagne du monde. Les alpinistes suivent souvent un long entraînement avant d'aller sur l'Everest. Mais malgré leurs efforts, certaines choses comme la zone de la mort restent impossibles à recréer à l'entraînement. Pendant cette expédition, David s'est souvenu combien cette partie de la montagne était dangereuse. Située à plus de 8000 mètres d'altitude, cette zone est particulièrement dangereuse en raison du très faible taux d'oxygène et de la haute altitude. À ces altitudes, vos poumons ne fonctionnent qu'avec 1/3 de l'oxygène du niveau de la mer. Il est difficile de comprendre à quel point il devient difficile de respirer. Mais c'est pour cela que presque tous les alpinistes utilisent de l'oxygène supplémentaire. Sinon, c'est comme essayer de respirer avec quelqu'un assis sur votre poitrine. Ça n'a pas l'air amusant, n'est-ce pas ? Pour des alpinistes comme David, cet endroit est leur terrain de jeu, là où ils se sentent le vivant. Mais un faux pas ou une erreur de jugement suffisent. Avant même de s'en rendre compte, leur vie est en danger. Le 13 mai, David a quitté un camp d'altitude sous la zone de la mort. Pour atteindre le sommet, il doit traverser cette zone montagneuse très dangereuse. Déjà fatigué par la longue ascension et le terrain accidenté, il devait maintenant supporter le manque d'oxygène. Mais c'était le moment. Tout ce pourquoi il s'était entraîné était désormais à sa portée. Petit détour dans ce train du chaos, pour rejoindre la communauté extrême, accéder en avance à nos vidéos et participer à des sondages exclusifs, retrouve-nous sur Patreon. En fin de journée, les alpinistes l'ont vu gravir la montagne, mais un incident est survenu. On ignore si David a atteint le sommet. Ce que l'on sait, c'est que le 14 mai, il était en train de redescendre la montagne. Souffrant d'un grave manque d'oxygène, également appelé hypoxie, cela affecte fortement le corps humain, entraînant confusion, mauvais jugement, perte de conscience et même la mort. Ainsi, les alpinistes utilisent de l'oxygène supplémentaire pour survivre dans cette zone, mais les risques restent élevés. David a utilisé sa réserve d'urgence, mais cela n'a fourni que quelques heures d'oxygène. En plein délire, David a dévalé la montagne en titubant pour chercher un abri. Dans la tristement célèbre grotte des Bottes Vertes, où l'alpiniste indien Sawang Paljor est mort une décennie plus tôt, le corps sans vie de l'alpiniste indien servait de rappel glaçant qu'à tout moment, il pouvait subir le même sort.
Chaque minute qui passait le rapprochait de cette réalité. La nuit que David a passée dans la grotte fut l'une des plus froides et sa vie était en danger. Des alpinistes turcs ont trouvé David le lendemain vivant mais en mauvais état. Ils ont révélé plus tard qu'il manquait d'oxygène et souffrait de graves engelures, mais ne pouvaient pas beaucoup aider David car leurs réserves d'oxygène étaient presque épuisées. Près de 40 alpinistes ont dépassé David, recroquevillés et effrayés dans la grotte de Green Boots. Beaucoup ne se sont même pas arrêtés, préférant se concentrer sur leur propre tentative d'atteindre le sommet. D'autres ont simplement pensé qu'il était déjà mort. Cela a dû être déchirant. Les alpinistes passèrent devant David, qui peinait à respirer. Il a sans doute alors perdu tout espoir. Les fidèles de la chaîne savent qu'à de telles altitudes, il est presque impossible d'aider un autre alpiniste. Mais que feriez-vous à sa place? Ce même jour, David malheureusement est décédé d'une combinaison d'hypothermie et du mal des montagnes. Sa mort a suscité de vifs débats, des alpinistes célèbres comme Sir Edmund Hillary ayant exprimé leur indignation. Même si David est mort en faisant quelque chose qu'il aimait, il est probablement mort le cœur brisé. Peut-on dire que vouloir atteindre le sommet de l'Everest sans assez d'oxygène fut une erreur grave qui lui a coûté la vie? L'envie de gravir ces ascensions dangereuses permet à des alpinistes comme David de tester leurs limites physiques et mentales face à l'un des plus grands défis de l'alpinisme. Pour beaucoup, le risque dépasse la récompense. Et David ne serait pas le dernier, car chaque alpiniste qui a suivi a commis une erreur tout aussi fatale. En 2012, Shrisha Chlorfin, une Canadienne née au Népal, s'est lancée dans une expédition pour gravir l'Everest. C'était un rêve qu'elle avait depuis son enfance, alors qu'elle n'avait que 9 ans. Son père l'a emmenée en hélicoptère au-dessus du sommet, elle est tombée amoureuse de la montagne. Ses parents lui répétaient combien il était difficile d'atteindre le sommet à pied, ce qui a renforcé son envie de le faire un jour. En grandissant, la vie a repris le dessus. Elle a rencontré son mari Bruce Chlorfin. Ils se sont mariés et installés à Toronto, Canada. Elle s'est imposée comme acheteuse de mode et a même lancé sa propre entreprise. Elle n'a jamais oublié le vol en hélicoptère avec son père, ni son rêve de gravir l'Everest. En 2010, elle a décidé de le réaliser. Avant d'atteindre la montagne, Sri a dû prendre une décision difficile. Après avoir inclus les vols, déplacements et l'expédition, elle a réalisé que cela coûterait plus de 100 000 $. Malgré l'échec des premières collectes, Sri n'a pas abandonné et a obtenu des fonds en prenant une seconde hypothèque sur sa maison. Ensuite, elle a réservé son ascension avec Utmost Adventure Trekking, une nouvelle agence peu expérimentée. Sri s'est préparée du mieux possible pendant 2 ans. Elle a travaillé son endurance et sa force en courant et en pratiquant l'escalade en salle. Chaque kilomètre et chaque mur escaladé la rapprochèrent du sommet. Tout allait bien pour elle, mais un obstacle pouvait freiner sa progression. Sur la montagne, elle n'avait jamais gravi d'autres sommets notables, et son expérience en alpinisme était très limitée. Gravir l'Everest était son premier grand défi d'escalade. Vous comprenez sûrement déjà les risques, comme mentionné précédemment. Une petite erreur d'un alpiniste expérimenté peut avoir de graves conséquences, et pour un débutant, elles sont souvent dramatiques. En avril 2012, Sri était arrivé au camp de base, impatient de commencer. Lors de l'acclimatation, un Sherpa a vite constaté qu'il avançait bien plus lentement que le groupe et a refusé de l'emmener plus loin que le camp de base. Malgré ces avertissements, elle a décidé de continuer et a finalement tenté d'atteindre le sommet le 18 mai accompagnée de 2 Sherpas moins expérimentés. Lors de l'ascension, Ganesh Tokori, propriétaire d'Adventure Trekking, a constaté son faible taux d'oxygène et lui a conseillé de revenir, mais elle a refusé. Rien ne pouvait l'arrêter. Shriya était déterminé à atteindre le sommet. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était de lui donner sa dernière bouteille d'oxygène, et elle est repartie. Shriya a passé une longue période dans la zone de la mort et, malgré de nouveaux avertissements des Sherpas pour faire demi-tour, elle a de nouveau refusé. Finalement, après 22 heures d'escalade éprouvante, elle a atteint le sommet, mais ses ennuis étaient loin d'être terminés. Épuisée et commençant à manquer d'oxygène, elle devait maintenant redescendre la montagne. Tout alpiniste professionnel dira que cette partie de l'expédition est souvent sous-estimée.
Cette simple erreur a mis des centaines, voire des milliers d'alpinistes dans de sérieux ennuis au cours du siècle dernier. Et Sri allait bientôt en faire partie. Alors qu'il descendait lentement les pentes dangereuses, sa situation est passée de mal en pis. Elle a consommé plus d'oxygène que prévu à cause du débit élevé, de l'utilisation précoce et de l'ascension longue. Puis, la catastrophe est arrivée. Elle est tombée à court d'oxygène dans la zone de la mort. Il est difficile d'imaginer ce qu'elle a ressenti alors que sa source vitale de vie s'épuisait. Une vague d'anxiété a traversé son corps alors qu'elle a haleté en tentant de respirer dans l'air raréfié. Chaque respiration était difficile, son cœur battait plus vite, puis elle s'effondra dans la neige froide. Ses Sherpas ont essayé frénétiquement de la sauver, mais ils ne pouvaient rien faire alors qu'elle était allongée sur le sol froid. Sri a levé les yeux vers ses guides et a dit doucement « Sauvez-moi ». Mais il était déjà trop tard et elle est morte peu de temps après. En essayant de poursuivre un rêve qu'elle avait depuis l'enfance, l'inexpérience de Sri l'a amenée à sous-estimer la descente, une simple erreur qui s'est révélée fatale. 10 autres personnes sont mortes cette saison, dont 4 le même jour. Mais tout comme l'alpiniste népalais, d'autres ont continué malgré des chances très faibles, se retrouvant dans de graves difficultés. En 1996, l'alpiniste néo-zélandais Rob Hall était guide principal chez Adventure Consultants qu'il avait cofondé. Il avait mené une expédition vers l'Everest avec 19 personnes, 8 clients, 3 guides et 8 Sherpas. Les années passées, Rob s'était bâti une réputation de guide fiable et sûr, menant près de 40 personnes au sommet durant sa carrière. Lors de cette expédition, je ne crois pas que quelqu'un était prêt pour les événements malheureux à venir. L'expédition a tenté d'atteindre le sommet depuis le camp 4 au col sud, peu après minuit, le 10 mai 1996. Aux côtés de Rob grimpait Doug Hansen, un client rencontré lors d'une expédition l'année précédente. Tout semblait bien se passer ce jour-là, mais en raison d'une fatigue extrême et de la surpopulation sur la montagne, leur ascension a été plus lente que prévu. Rob et les autres chefs d'expédition ont enfreint leurs propres règles de demi-tour à 14 heures, une erreur aux conséquences dévastatrices. Sur l'Everest, l'heure de demi-tour fixée vers 14 heures est utilisée pour garantir une descente en toute sécurité avant la tombée de la nuit. Mais plus important encore, les tempêtes qui frappent souvent la montagne en fin d'après-midi ce jour-là en mai, des alpinistes comme Doug laissent leur détermination prendre le dessus. Juste un an plus tôt, il avait fait demi-tour à moins de 300 mètres du sommet. Cette fois, il n'allait pas laisser ses rêves lui échapper. Doug et les alpinistes ont poursuivi l'ascension tard l'après-midi. Rob a atteint le sommet vers 14h30. Il a ensuite attendu Doug, qui est arrivé environ 1 heure plus tard. Cela les mettait considérablement en retard sur le planning lorsque Rob et Doug ont entamé leur descente. Une tempête de neige soudaine et violente s'est abattue sur la montagne. La tempête a fortement réduit la visibilité, enseveli les cordes fixes et fait descendre les températures à près de 40 degrés Fahrenheit. Doug, déjà épuisé et à court d'oxygène, a commencé à souffrir du mal des montagnes et s'est effondré près du sommet sud, malgré l'aggravation des conditions et les conseils de descendre sans Doug. Rob a fait preuve de courage et a risqué sa propre vie pour rester aux côtés de son client, dont l'état se détériorait à chaque instant. Mais la tempête était implacable. Le matin suivant, le grésillement d'une radio au camp a redonné espoir à l'équipe. Mais c'était Rob qui appelait pour dire que Doug était parti et qu'un autre guide parti à leur recherche n'était jamais revenu. À ce moment-là, Rob ne pouvait plus rien faire. La tempête faisait toujours rage et il était trop dangereux d'essayer de redescendre. Il n'avait plus d'option et souffrait d'engelures graves ainsi que d'un manque d'oxygène. Peut-être pour son dernier geste, il a saisi son téléphone satellite avec ses mains gelées et appelé sa femme enceinte en Nouvelle-Zélande. Dans ces derniers instants, il voulait seulement rassurer sa femme. Alors que le vent hurlait, il a dit « Dors bien, ma chérie. Ne t'inquiète pas trop. » Peu après cette discussion, Rob était mort gelé dans son sommeil. Ce qui avait débuté comme une ascension pleine d'espoir s'est soldé par la mort de 4 membres lors de la catastrophe de l'Everest de 1996. Ce jour-là, Rob a enfreint sa règle. Leur choix de ne pas rebrousser chemin à l'heure prévue fut une erreur mortelle pour plusieurs personnes. L'Everest est aussi beau que dangereux. Des dangers sauvages guettent à chaque tournant, du terrain aux tempêtes soudaines.
Et si la principale menace pour les alpinistes venait de leur propre équipement et non de la montagne? Pour beaucoup, le faible sifflement de l'oxygène s'échappant de leur bouteille est souvent la dernière chose entendue. Pour Michael Matthews, alpiniste britannique de 22 ans, c'était la dure réalité. Né en 1977 dans une famille britannique aisée, Michael était un alpiniste chevronné. Il avait déjà gravi le Kilimandjaro, la Concagua et des sommets dans les Alpes suisses et les Pyrénées. Trader d'options accompli, il conservait une passion pour la nature et releva en 1999 son plus grand défi. Sur l'Everest, Michael a gravi la voie classique du sud-est, guidé par Mike Smith. Il a eu des difficultés pendant l'ascension, atteignant la Hillary Step à 8789 mètres vers 14 heures. Malgré tout, il a poursuivi son rêve de devenir le plus jeune Britannique à atteindre le sommet de l'Everest. Objectif qu'il a accompli, mais à un coût élevé. 3 heures après avoir atteint le sommet, Michael a disparu lors de la descente à cause d'une tempête soudaine, réduisant la visibilité à 0. Mike était parti en avant vers une section de la montagne appelée le balcon pour changer son oxygène, s'attendant à ce que Michael le suive. Cependant, son client n'est jamais arrivé. Mike a appelé à l'aide par radio, mais le guide Nick Kekis a estimé que la météo empêchait toute recherche. Mike a essayé d'attendre, espérant que Michael arriverait d'une minute à l'autre, mais il n'est jamais venu et il a été forcé de poursuivre sa descente pour préserver sa propre vie. 2 mois après la disparition de Michael, son père David Matthews a reçu un appel d'un alpiniste, Gian Krelin, affirmant que les systèmes d'oxygène sur la montagne avaient échoué. Les alpinistes canadiens Dave Rodney et Denny Brown de la même expédition ont confirmé ces propos, affirmant que certaines bouteilles d'oxygène hybride nécessitaient souvent des réparations et que l'organisation de l'expédition avait échoué. Le jour du sommet, la famille Matthews a poursuivi OTT, affirmant que la société avait promis des systèmes d'oxygène POISC de qualité, mais livrait des cylindres LSE nécessitant des adaptateurs. Ces adaptateurs, mal ajustés selon certains, nécessitaient d'être limés, augmentant le risque de fuite ou de débit d'oxygène instable. Nombreux sont ceux qui croient que Michael est mort à cause d'un équipement d'oxygène défectueux. Une erreur évitable si la société d'alpinisme avait vérifié en amont. Même après le rejet de l'affaire par un juge, le secteur est resté largement non réglementé, et les alpinistes ont continué à signaler des problèmes. En 2017, le médecin américain Robin Moore approchait du sommet. Lorsqu'elle a commencé à halter, les guides se sont rapidement précipités à son secours, vérifiant son équipement pour détecter d'éventuels dysfonctionnements, mais elle n'a trouvé aucun problème. Peu de temps après, Robin a perdu connaissance. Un Sherpa a rapidement changé la bouteille et dès que l'oxygène a recommencé à circuler, elle s'est réveillée. Cet exemple montre que même les guides peuvent ignorer un équipement défectueux et qu'une simple erreur de matériel peut mettre un alpiniste en danger. Parfois, ce ne sont ni la montagne ni les guides qui mettent les alpinistes en danger, mais le désir de poursuivre un objectif jugé presque impossible. Ce problème a mis Frances Arsantiev, alpiniste américaine en danger sur l'Everest en 1998, l'alpinisme n'était qu'un passe-temps pour elle. Certains affirment que l'alpinisme était inné chez elle. Très jeune, elle a cultivé un esprit d'aventure, faisant des montagnes sa seconde maison. Comme nous tous, elle devait gagner sa vie et a donc travaillé de nombreuses années comme comptable. Mais cela ne la comblait pas. Tout ce qu'elle voulait, c'était gravir les plus grandes montagnes du monde et finalement, ce désir ardent ne pouvait plus être contenu. Elle a quitté l'entreprise pour explorer les sommets du monde. En 1998, elle est arrivée au pied de l'Himalaya. Elle l'a fait dans le cadre d'une quête personnelle pour accomplir un exploit révolutionnaire, devenir la première femme américaine à atteindre le sommet de l'Everest sans oxygène. C'était son unique rêve, ce qui l'a motivée durant des années d'entraînement. Mais cela n'allait pas être simple. Dans les années 90, la plupart des alpinistes refusèrent de grimper sans oxygène, vu les dangers extrêmes de la zone de la mort. Françoise n'était pas seule. Son mari Sergueï Arsantiev l'accompagnait tout au long de l'aventure. Alpiniste russe surnommé Léopard des neiges, il grimpait sans oxygène et a atteint des sommets comme le Kanchenjunga. Leur passion des montagnes et de l'aventure a motivé leur expédition commune en 1998.
En mai, elle était prête à tout donner. Le couple est arrivé au camp de base de l'Everest mi-mai et a entamé l'ascension de l'arête nord du col Nord depuis le Tibet. Après avoir passé des semaines à s'acclimater à la montagne, Francis et Sergueï ont entamé leur ascension finale le 22 mai, mais la progression était lente car Francis avait du mal à s'acclimater correctement aux parties les plus élevées de la montagne. Ils ont dépassé leur limite qu'ils s'étaient fixée pour faire demi-tour et ont atteint le sommet dangereusement tard dans l'après-midi. Francis, submergé de joie, venait d'inscrire son nom dans l'histoire, mais il n'y avait pas de temps pour célébrer. Le plus dur restait redescendre la montagne prudemment malgré leur lenteur. Le couple a été séparé après un changement brutal de météo avec vent fort et neige. Sergueï a rejoint le camp, mais Francis restait introuvable. La suite est floue, mais le matin suivant, des alpinistes ouzbeks ont trouvé Francis allongé dans la neige, vivante mais dans un état critique. Ils ont fait de leur mieux pour l'aider, allant même jusqu'à risquer leur propre vie en essayant de la descendre de la montagne. Mais ils se sont épuisés et leurs réserves d'oxygène commençaient à manquer. Ils ont dû décider de la laisser derrière eux. J'imagine combien il est dur de laisser une femme sans défense sur la montagne, sachant qu'elle mourra probablement. Mais ils n'avaient pas d'autre choix. Le lendemain, une autre expédition l'a retrouvée et elle était toujours en vie. 2 alpinistes, Ian Woodall et Cathy O'Dowd, ont annulé leur propre expédition pour aider, mais leurs efforts de la dernière chance n'ont pas pu sauver Francis. Décédé plus tard, son corps fut appelé Belle au bois dormant par les alpinistes montant au sommet. Quant à son mari Sergueï, il est courageusement remonté sur la montagne dans l'espoir de sauver sa femme. Ce fut la dernière fois que quelqu'un le vit vivant. Son corps ne sera retrouvé qu'1 an plus tard, aperçu par un alpiniste plus bas sur la montagne. Certains ont affirmé que Francis ne s'était pas bien acclimaté à la montagne et que viser le sommet sans cela était une grave erreur. Cela l'a finalement amené à payer le prix ultime. Mais pour d'autres qui se retrouvent en difficulté sur la montagne, ce n'est pas une seule erreur qui les conduit là. C'est plutôt l'accumulation d'erreurs des autorités, compagnies de randonnée et guides qui met leur vie en danger. En 2019, l'alpiniste Nirmal Perja a publié une photo prise près du sommet de l'Everest. Cette photo a bouleversé le monde, changeant à jamais la perception du mont Everest. Elle montrait une scène à la fois inspirante et inquiétante. Une file apparemment interminable d'alpinistes serpentant le long de l'arête sommitale dangereuse. Cela a déclenché un vif débat sur la surpopulation, la commercialisation et la véritable essence de l'alpinisme en haute altitude. Derrière ce cliché viral se cache une histoire complexe d'ambition, de risques et des réalités du plus haut sommet du monde. Les files d'attente sur l'Everest sont devenues un vrai problème à cause de la surpopulation, de la lenteur des équipes de cordistes et du nombre limité de jours de beau temps lors de la saison d'escalade. Le jour où Nirmal a pris sa photo, l'alpiniste Lydia Bradley était aussi sur la montagne. En 1988, elle est la première femme à gravir l'Everest sans oxygène et à souligner la dangerosité de la surpopulation sur la montagne. La plupart des gens disposent d'une réserve limitée d'oxygène supplémentaire. Ceux qui ont été obligés d'attendre dans les embouteillages peuvent manquer d'oxygène et si cela arrive, cela peut être fatal. La semaine où Nirmal a pris sa photo emblématique, de nombreux alpinistes se sont effondrés d'épuisement et de manque d'oxygène après avoir attendu plus de 2 heures au sommet, faute de préparation aux embouteillages. Ne pas grimper avec suffisamment d'oxygène peut rapidement devenir une erreur mortelle. Même avec de l'oxygène en plus, le corps lutte pour survivre à une telle altitude extrême. Chaque seconde passée dans la zone de la mort est dangereuse et y rester trop longtemps peut être fatal, comme nous l'avons vu dans cette vidéo. Pour des personnes comme Nirmal qui vont à l'Everest, leur seul objectif est d'atteindre le sommet. C'est une occasion unique et ils sont prêts à se dépasser même si cela les met en danger. Certains auront des blessures, d'autres feront face à l'hypoxie. Certains ignorent les avertissements météo et tentent d'atteindre le sommet malgré les conseils des experts de retourner au camp. Cependant, lutter contre la météo sur l'Everest est une grave erreur et beaucoup ne s'en sont rendus compte que lorsqu'il était déjà trop tard. Rob Hall, qui a mené une ascension en 1996, a ignoré les avertissements d'une tempête de neige.
Sa décision, ainsi que celle des autres guides présents sur la montagne ce jour-là, a contribué à la mort de 8 alpinistes, et malheureusement, Rob lui-même faisait partie des victimes. Ce n'est pas un cas isolé. Chaque année, beaucoup ignorent les avertissements météo et se mettent en danger. Dans l'alpinisme, on parle de fièvre du sommet. Ce phénomène psychologique entraîne un désir intense d'atteindre le sommet et prend le pas sur la prise de décision rationnelle. Imaginez ceci, vous vous entraînez pendant des années, vous dépensez une fortune et vous sacrifiez tant de choses juste pour arriver à la montagne, pour être si proche, pour voir ce sommet. C'est comme un aimant, vous vous dites « juste un peu plus loin ». À ce stade, il est presque impossible de faire demi-tour. Grave erreur ayant coûté la vie à beaucoup sur l'Everest, car les alpinistes minimisent ou ignorent souvent les avertissements menaçant leur objectif. Plus ils se rapprochent du sommet, plus cette envie devient forte, rendant le retour en arrière incroyablement difficile. Même lorsque les conditions se dégradent vite par manque d'oxygène ou épuisement extrême. Les alpinistes ayant repoussé leurs limites sur l'Everest l'affirment, leur cerveau fonctionne différemment. Là-haut, ils sont épuisés, ont froid et chaque choix devient un effort immense. Parfois, ils veulent continuer d'avancer parce que s'arrêter leur semble pire. Peut-être que c'est ce qui a causé tant de morts. En 2019, l'Everest a subi un trafic intense et une météo mortelle. Au moins 11 alpinistes sont morts cette année-là, principalement en poursuivant malgré les prévisions de vents violents et de tempêtes. Comme dit souvent, une décision altérée peut pousser les alpinistes à une erreur. Dans des lieux comme la zone de la mort de l'Everest, cela peut faire la différence entre vie et mort. Les erreurs évoquées dans cette vidéo rappellent la dureté de l'alpinisme en haute altitude. Chaque alpiniste vient ici rêvant d'atteindre le sommet de l'Everest. La vraie leçon est de savoir quand s'arrêter et rebrousser chemin car cela peut sauver la vie. Leurs histoires ne parlent pas seulement de perte, elles parlent de courage, de cœur et du besoin humain de poursuivre quelque chose de plus grand que nous. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo, restez audacieux et courageux.